Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Nemi, ancien boxeur de haut niveau en kickboxing et en boxe thaï, plusieurs fois champion de France, membre des équipes de France et médaillé lors des championnats du monde. Il est aujourd'hui coach, préparateur physique, manager d'athlètes et entrepreneur. Sa mission, former bien plus que des combattants en aidant chacun à devenir une personne autonome et responsable et capable de construire son avenir sur le ring comme dans la vie. Fondateur de l'atelier L'Art de boxer, il œuvre pour connecter tout l'écosystème des sports de combat. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Hors du ring. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Alors, Stéphane Nemi, j'ai 41 ans, je suis ancien boxeur. Donc, j'ai boxé en kickboxing, K1 Rules et boxe thaï. Ancien boxeur, coach, manager. J'ai eu l'occasion de fonder plusieurs structures sportives, donc dans la boxe, mais aussi autres comme le futsal et les activités sportives. Je suis coach sportif, je suis préparateur physique, donc j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi manager de mes athlètes parce que j'ai des athlètes de haut niveau. Et je suis accessoirement aussi le fondateur du concept L'Atelier L'Art de boxer. Bon, ça, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe, Stéphane? J'ai commencé à faire de la boxe assez jeune, hein. Adolescent, j'avais besoin de trouver un sport individuel pour me dépasser, peut-être, oui, c'est ça, apprendre à me connaître et me dépasser. Et du coup, j'ai adhéré depuis, j'ai pas lâché, j'ai commencé avec de la boxe anglaise et j'ai enchaîné ensuite avec la boxe thaï et le K1. Et t'as eu des beaux résultats? Et j'ai eu des résultats. Oui, effectivement, j'ai boxé, j'ai fait mes classes amateur, semi-pro, pro. J'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai été membre des équipes de France sur plusieurs fédérations. J'ai été médaillé mondial sur les championnats du monde IFMA, WKF, etc. Donc, j'ai un petit parcours sportif. Déjà. Un petit parcours sportif. J'aime bien l'humilité. Un petit parcours. À quel moment t'as compris que tu pouvais aller plus loin justement dans ce sport-là? Je pense que ça s'est fait naturellement. À la base, j'entraînais. Déjà, j'entraînais, je boxais. Alors, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'étais entrepreneur de base avant de rentrer dans la compétition en tant que combattant. J'ai fait la compétition parce que j'entraînais, je voulais avoir un peu d'expérience pour pouvoir le transmettre à mes élèves par la suite. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis construit une petite carrière. Mais l'objectif, c'était pas spécialement d'être champion du monde, c'était juste de prendre de l'expérience sur le ring pour pouvoir la transmettre par la suite. Bon, j'ai structuré ce qu'il en était et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, bon, boxe, j'aime bien, je fais mes classes, il faut que je passe des diplômes. En passant des diplômes, je me suis imprégné des disciplines, du technico-tactique, de la didactique. Je suis rentré en profondeur dans ce qu'étaient les disciplines pied-point et de fil en aiguille, ben j'ai adhéré au mouvement. Donc du coup, je suis passé de l'entrepreneur qui avait mes structures, mes entreprises, au coach sportif. Donc j'ai tout vendu. Et je me suis essentiellement dans le sport en devenant coach sportif dans les salles de sport, en étant coach pour des cours de boxe en loisir. J'ai monté des structures, donc plusieurs structures, etc., etc. Mais ça s'est fait de fil en aiguille. D'accord. Qu'est-ce que les sports de combat t'ont enseigné? Beaucoup de choses. La résilience, la discipline, le respect des autres. Euh, j'ai appris le dépassement de soi, cette capacité justement à passer les obstacles et à se relever quoi qu'il en coûte, à ne pas tricher envers soi-même, à aller au bout des choses, être résilient, etc. J'ai appris vraiment beaucoup de choses sur moi-même. En tant que boxeur, en tant que coach, j'ai appris à être altruiste, à observer, écouter mes athlètes, mes élèves pour justement pouvoir répondre à leurs besoins et leur permettre d'atteindre des objectifs. En fait, pour préparer cette interview, on s'est vu hier et on a un petit peu discuté. Et tu m'as raconté que avant les combats, t'étais ultra stressé. J'avais un facteur stress dans la vie de tous les jours. J'ai pas ce facteur stress. Je suis quelqu'un plutôt de tranquille, décontracté, qui gère plutôt bien le stress. Et le moment où j'ai été le plus stressé, je pense, dans ma vie entière, je pense, sauf erreur de ma part, c'est avant combat.
avec ce phénomène de stress, mais c'est un stress, il y a plusieurs types de stress. Et là, c'était un stress qui se déclenchait parce que j'avais peur de décevoir le public, la peur de mal faire, avec le regard de ceux qui sont autour de moi, qui m'accompagnent, qui attendent des résultats. C'était plus ce stress-là que j'avais, que je n'ai pas du tout dans la vie et que je n'avais pas avant, en fait. Donc c'est ça qui a été très très compliqué à à passer D'accord. parce Et que plus comment tu et ouais. comment t'as fait justement pour, surmonter, cette peur, de décevoir? Qu'est-ce que t'as pu, mettre en place? Non, à l'époque, moi j'ai arrêté de boxer il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, de 2015. Mon dernier combat c'était en 2015. J'ai boxé oui, pendant 5 ans, 2010-2015. Non, non, j'ai travaillé avec ça, j'ai boxé avec ça. À l'époque, on n'avait pas tout cet écosystème, tout cet accompagnement qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc non, non, moi j'ai boxé avec ça, j'avais toujours ce stress, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai boxé peut-être un peu tard. Plus tu prends de l'âge, plus tu conscientises ce qui se passe. Quand tu es jeune, quand tu boxes plus jeune, je pense que tu es un peu plus insouciant, tu ne penses pas à ces choses-là. Moi, j'ai Mmh. boxé un peu tard, je crois que j'ai boxé de 25 à 30 ans. Donc j'avais déjà cette notion de conscientisation, j'étais déjà chef d'entreprise, j'étais déjà père de famille, donc je prenais déjà les choses bien à cœur. Je faisais attention aux objectifs et aux conséquences des actes, ce qui est un peu différent quand tu es un peu plus jeune, je pense. Ouais, Non, tout non, à j'ai fait. boxé avec, j'ai pas su réellement le travailler, j'ai pas fait appel à un préparateur mental comme il faudrait le faire aujourd'hui, j'ai pas été accompagné. Donc non, non, j'ai boxé avec. Je pense que j'ai réussi à avoir des résultats, mais j'aurais peut-être pu faire plus si j'avais été accompagné. C'est peut-être ça la chose. Est-ce que, la boxe a été une véritable étape dans ton chemin de vie? Bien sûr, c'est tout un chemin. De toute manière, c'est mon parcours de boxe qui fait l'individu que je suis aujourd'hui. En tant que boxeur, en tant que coach, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je travaille aussi. Je suis accompagnateur dans le sport, mais à travers la gestion du stress et du burn-out. Donc, on travaille sur l'analyse comportementale, euh, pour justement améliorer ses performances, que ça soit dans le sport ou que ça soit dans la vie. Mmh. Et du coup, j'arrive à faire des parallèles entre la boxe et la vie. Il- je suis conditionné à le faire. Et pour moi, il y a un très, très gros parallèle entre la boxe et la vie. Donc, ça me conditionne carrément pour jusqu'aujourd'hui, en fait, en tant que coach, en tant que boxeur, la résilience, le dépassement de soi, le fait d'avoir des objectifs, le fait d'être discipliné, le fait d'être un athlète de haut niveau, ça me permet, c'est le même parcours qu'être entrepreneur, c'est les mêmes Mmh. combats en réalité. Est-ce qu'il y a un combat ou, un moment qui t'a, justement particulièrement à cette époque? Non, non, non. Non, quand à l'époque où je boxais, hem, je boxais beaucoup en compétition. Mmh. Je ne faisais pas spécialement attention aux adversaires que j'avais en face de moi. J'allais au front, je me posais pas trop de questions. J'avais peut-être une mentale où, tu y vas, tu en mode guerre, tu vas tout droit, tu regardes pas qui c'est. J'avais pas encore, mis en place de grosses notions technico-tactiques. J'essaie plutôt d'être complet. Parce Mmh. que de toute façon, quand tu boxes au début, tu es sur un format amateur. Le format amateur, tu ne sais pas. Sur le format compétition, tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Donc, autant dire que tu dois être flexible et complet. Donc, Mmh. j'étais plus focalisé sur le fait d'être complet, physiquement, techniquement, avoir le cardio pour affronter tout le monde. Donc, je ne m'arrêtais pas sur qui j'ai en face de moi, quel risque que j'ai sur le ring. J'avais une pression sur il faut que tu gagnes, il faut pas que tu perdes, il faut que tu fasses une bonne prestation. À l'époque où tu combattais, est-ce que tu avais le sentiment d'être, bien entouré? Alors, j'étais pas bien entouré. J'étais pas bien entouré pour plusieurs raisons. Je pense qu'on n'avait pas l'écosystème qu'on a aujourd'hui. Je pense que les sports de combat de manière générale, bon, je vais dire les sports de contact, Mmh. donc les sports pieds-poings, le MMA, la boxe anglaise, je pense que c'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de manager, on parle de préparateur physique, on parle de préparateur mental, on parle de diététicien, nutritionniste. Je pense qu'à l'époque, ou alors peut-être que je faisais pas attention à ça. En plus, moi, c'est un peu particulier parce que j'étais boxeur-entraîneur, donc j'avais pas réellement moi de coach derrière moi. Donc au niveau de la structuration, j'étais un peu livré à moi-même. J'avais mes collègues qui étaient mes amis, qui m'aidaient à m'entraîner, à performer. En passant pro, je pense que je me suis entouré de coachs compétents, notamment Achille de la Best Team pour ceux qui connaissent, pour perfectionner mes armes.
Mais la plupart de ma carrière, la plupart du temps dans ma carrière, j'ai été livré à moi-même. J'ai pas du tout été accompagné. Sur la fin, j'ai eu un coach, mais c'est juste ça. Et après, parce que j'ai manqué de tout ça, j'ai fait attention à mes athlètes et j'ai créé un écosystème pour eux. D'accord. En 2015, tu arrêtes, ta carrière de boxeur pour te consacrer, davantage à tes clubs et à tes projets. Comment, tu vis, ces transitions? J'ai une petite frustration parce que c'était pas volontaire. Je me frictionne un peu avec le club de la ville. Ils me demandent de prendre mon envol parce que je prends peut-être plus ou moins un peu trop de place pour eux. Mmh. Du coup, je me vois monter ma structure. Si je monte ma structure, j'ai mes élèves, ils doivent me suivre. Je peux pas avoir ma carrière de boxeur pro et former mes élèves en même temps. Je trouve que c'est très compliqué. Je suis assez réaliste. Et déjà que j'avais pas d'écosystème pour moi, je ne voyais pas tout faire en même temps. Du coup, je fais le choix d'arrêter de boxer. Alors, pas de grands regrets, mais une petite frustration sur le coup parce que j'estime que ma carrière n'était pas terminée. J'avais 30 ans. 30 ans, Mmh. il y a encore des années devant toi, tu peux performer, tu peux t'améliorer. Donc une petite frustration, mais j'étais entrepreneur dans l'âme. Je suis plus entrepreneur qu'au boxeur. Mon objectif, c'était pas d'être champion du monde. Mon objectif, c'était de prendre un peu d'expérience dans la boxe pour pouvoir la retranscrire à mes élèves. Donc du coup, c'est pas grave. J'ai retranscrit mon expérience à mes élèves. J'ai structuré un premier club, puis un deuxième, puis un troisième. Mais je suis allé de l'avant, je suis entrepreneur, c'est pas grave. Alors justement, est-ce qu'on perd une partie, de son identité quand on arrête, la compète? Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que ça dépend de tes objectifs, d'où tu te places quand tu rentres dans la boxe. C'est ton Mais là, tu objectif. me parles de frustration, donc je me dis qu'il y a un truc identitaire peut-être, par rapport à ça? Bah, frustration parce que je veux quand même continuer à boxer et que c'était pas prévu. Quand tu arrêtes ta carrière, tu arrêtes parce que tu estimes que soit tu as fait le tour, soit t'es plus en capacité de, soit bref, tu as tes propres raisons à toi et ça dépend essentiellement que de toi. Là, j'ai Mmh. fait un choix pour les autres. C'est plus ça la frustration. D'accord. C'est juste ça, c'est que bon, tu boxes. Si tu boxes, tu les entraînes plus parce Ouais. que t'as plus trop le temps. Et si tu les entraînes, tu peux plus boxer. Tu fais un choix. C'est plus là la frustration. Et qu'est-ce que, quand tu as ouvert ton club justement, qu'est-ce que tu avais envie de transmettre, à ce moment-là? Je voulais rester dans la continuité de ce que j'avais déjà élaboré avec le club de la ville. Je voulais continuer à suivre les adhérents qui me suivaient. Pour ceux qui connaissent un peu le pied-point, le kickboxing, la boxe thaï, Mmh. j'ai Oumar Batili qui est dans mes rangs, qui est avec moi depuis le début, que j'ai formé. C'est un petit jeune à l'époque. J'avais plein d'adhérents qui comptaient sur moi. Donc je me voyais pas les abandonner. Il y a ce côté aussi accompagnement. Je me voyais pas les abandonner pour un profit individuel. Il me disait, je me souviens régulièrement, ah oui, mais imagine, là, on arrive à faire des résultats. Imagine, tu fais que de nous entraîner, ce qu'on peut devenir, etc. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé au Marbati en 2015. Bon, il a été champion de France en amateur, mais aujourd'hui, il fait partie du top 3 français de sa catégorie. Donc, en réalité, ils avaient raison. Quand tu accompagnes des combattants, justement aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes en premier? La technique, le mental, l'environnement, l'hygiène de vie ou le projet global? Je regarde le projet global. Je regarde la personne, en fait. Je disais que je travaille en grosso modo dans l'analyse comportementale, donc j'ai une lecture de la personne un peu différente des autres coachs. J'ai plusieurs diplômes, donc j'ai un BPG, j'ai trois BPGEPS d'ailleurs. J'ai un DEGEPS, j'ai un DES, j'ai un DU en préparation physique et j'ai beaucoup de certifications au niveau de l'accompagnement autour du sport et de l'analyse comportementale, gestion du stress, du burn-out. Donc j'ai une lecture vraiment différente. Donc quand j'ai un adhérent qui vient me voir, je ne regarde pas que l'aspect technique, l'aspect tactique. Je regarde vraiment le cérébral, je regarde ses fonctions exécutives, ses capacités cognitives. Je regarde plein de choses. Je regarde s'il est en capacité de et à partir de là, on essaie de mettre un projet en place si c'est possible ou pas. Ce qui ressort beaucoup, dans ta vision, c'est que, tu veux pas seulement former, des combattants, tu veux former des personnes responsables. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, j'estime que je suis un coach de vie. À travers la boxe, je trouve que la boxe, c'est un sport, c'est des disciplines, parce qu'il y a plusieurs types de boxe. J'estime que c'est des disciplines très complètes, avec lesquelles on peut faire des parallèles avec la vie. Et je pense qu'à travers la boxe, on peut éduquer et les jeunes et les adultes, apprendre à se connaître, apprendre à se dépasser, aller au bout de leurs objectifs, mettre des plans de carrière, que ça soit sur le ring
ou en dehors du ring. Donc mon objectif, ce n'est pas de créer des champions du monde de boxe, mais plutôt créer des hommes et des femmes responsables qui savent élaborer des plans de carrière et réussir à mettre en place ce qu'ils veulent. Dans les sports de combat, on parle souvent de dureté, de mental, de sacrifice. Ouais. Toi, tu amènes une lecture qui est, beaucoup plus, humaine. Comment tu concilies, justement, exigence et protection du combattant? Ouais, c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut s'adapter aux combattants. Quand tu as un athlète qui commence par être normalement un adhérent, tu dois apprendre à le connaître. Généralement, ce que je dis, tu dois même mieux le connaître que lui-même. Il faut avoir un gros degré d'observation et d'altruisme pour pouvoir lire ton athlète, ton adhérent, pour savoir quels sont ses points forts, ses points faibles, physiquement, mais mentalement aussi. Tu dois être aussi en capacité de déléguer. C'est mon avis. Bon, après, moi, je suis préparateur physique, donc je peux axer sur la préparation physique si j'ai le temps. Mais si j'ai pas le temps, il faut déléguer à un préparateur physique. Au niveau de la nutrition, on est tous différents. On ne prend pas de la même manière, on ne perd pas de la même manière. Il faut savoir déléguer aussi, nutritionniste. La préparation mentale, des personnes qui sont plus fragiles que d'autres, des personnes qui ont plus de biais que d'autres. Donc, je pense qu'il faut être accompagné. Mais avant de déléguer, il faut que toi, tu analyses ton boxeur, tes boxeurs, et que tu saches comment parler à chacun, quels sont Mmh. les objectifs de chacun, et fixer des plans de carrière, des plans sur 3, 5, 10 ans avec chacun d'eux. Est-ce que certaines méthodes anciennes, heu heu, ont fait ou font encore du mal aux athlètes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je dirais pas que c'est les méthodes anciennes, je dirais que c'est le fait que les coachs ne se forment pas ou ne s'actualisent pas sur les méthodes de travail. Ce qui valait il y a 20, 30 ans, ne vaut peut-être plus aujourd'hui. Après, ça dépend de quel type de méthode, mais quand on va parler du cutting, quand tu regardes, moi je parle beaucoup de boxe thaï. Les entraînements à la thaïlandaise, pour moi, n'ont pas de réel intérêt. Qui fait que pour moi, personnellement, c'est mon avis, Pourquoi? Ce qui fait que les Thaïlandais sont bons, c'est qu'ils s'entraînent 2 fois par jour, 2 fois 3 heures par jour, donc 6 heures par jour, donc 6 jours par semaine, ce qui fait que la répétition fait qu'à un moment donné, Ils tu as sont des bons. résultats. Voilà. Mais voilà, au niveau planification d'entraînement, au niveau accompagnement des boxeurs, des athlètes, préparation mentale, préparation physique, Mmh. je trouve pas spécialement qu'il y ait quelque chose à aller chercher là-bas. Il y a le mood, l'environnement, ok, le dépaysement, la discipline et la régularité des entraînements qui fait que physiquement tu vas y être. Mais moi personnellement, au niveau technique ou tactique, je leur prends rien de spécial. Après, il y a certains clubs et certains coachs, forcément, qui sortent leur épingle du jeu parce que Mmh. tactiquement, ils ont quelques armes à délivrer. Mais moi, personnellement, les boxeurs, ils vont pas spécialement en Thaïlande et on est réputé pour avoir des boxeurs plutôt techniciens et tacticiens. Donc, je pars du principe Mmh. qu'il faut juste s'imprégner de science, il faut être passionné, il faut aller chercher l'information et après, il faut retranscrire l'information convenable et actualisée. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les coachs, sont ouverts justement à avoir un projet, plus global pour leurs combattants, en termes de nutrition, de prépa mentale, de la gestion émotionnelle, hein, tout simplement aussi? Est-ce que tu penses que les combattants, ils sont plus sensibles? Parce que tu vas me dire, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est quand même les coachs qui dirigent leurs combattants vers la prépa mentale, vers un nutritionniste, plus que le combattant en lui-même. Ça va dépendre de l'approche du coach. Ça va même dépendre de l'arrivée du boxeur. Lorsque tu arrives dans un club, tu es censé être accompagné, sensibilisé. Pour moi, je pars toujours de la formation. La formation commence par le club, donc le coach. Après, c'est pas forcément que le coach, mais c'est Mmh. le club. Il y a un accompagnement, il y a une sensibilisation, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes. À partir de là, il y a des mises au point à faire entre coach et boxeur. Mmh. Il faut que le boxeur ait confiance en son coach, en son staff, en son club. Parce que déjà, si le boxeur, il a sa vision des choses et il n'est pas en accord avec le coach, ça va poser des frictions. Et il Ça y va a être beaucoup de compliqué, frictions ouais. par rapport à ça, déjà. À partir du moment où ils sont alignés, donc coach, boxeur, on va dire club, le staff, ils mettent en place un projet. Et après, là, c'est au coach ou au manager de prendre la responsabilité de faire les bons choix pour son athlète.
Et à ce moment-là, effectivement, il faut faire preuve d'altruisme. Faut pas mettre ses profits personnels en avant. Il faut mettre ses frustrations de côté. Il faut mettre ses biais de côté. Il faut penser essentiellement à l'athlète. Et donc là, il faut savoir entourer l'athlète des bonnes personnes. Mais pour cela, il faut encore une fois que le coach ou le club ait les bonnes informations et le bon réseau, etc. Donc je trouve que c'est complexe. C'est une composante de plusieurs caractéristiques qu'il ne faut pas négliger. Après, si le coach n'est pas diplômé, si le coach n'a pas cette science, si le club ne le sait pas, ça peut être très compliqué et on peut faire face à des frictions avec un coach qui veut garder son élève pour lui pour X ou Y raison, alors qu'en fait, c'est un accompagnement et qu'on a besoin de cette synergie en réalité. Mhm. Donc après, ça va dépendre. Mais je pense que tout part toujours du savoir. Savoir, savoir-faire, faire savoir. Donc ça part du coach ou du staff du club parce que même si le coach n'est pas formé, c'est peut-être la faute du club aussi. Peut-être que c'est le club qui ne fait pas le nécessaire pour former son coach ou c'est peut-être le coach qui est limité. Donc je trouve que c'est une composante de plusieurs caractéristiques qu'il faut mettre en place. Ce qui est quand même assez paradoxal, je trouve, c'est qu'on parle de plus en plus justement de la préparation mentale, de la santé mentale en général pour les athlètes. Et il y a encore beaucoup de clubs ou de coachs qui sont très réfractaires à ça. C'est pas encore rentré dans les mœurs en fait. Je pense je pense que c'est une question de priorité en fait. Je pense que les clubs ou les coachs, soit ils ne sont vraiment pas conscients du gain euh, que ça peut apporter. Toi, je pense que c'est une question de priorité parce que dans les sports pieds-points, dans le MMA, au niveau amateur, il n'y a pas trop d'argent. Donc, en termes de finances, ils vont mettre d'autres priorités. Ils vont mettre des priorités sur l'aspect technico-tactique, à la limite sur l'aspect physique. Et après, ils passeront sur la nutrition et la préparation mentale, alors qu'en réalité, tout est complémentaire. Je pense que Oui, parce que à niveau égal entre deux combattants, ce qui va faire la différence, c'est le mental, c'est pas autre chose. oui, mais peut-être qu'ils ne le savent pas, ou peut-être que soit l'élève, soit le coach, soit le club, voilà, se dit bon voilà, il va à l'école ou au travail la journée, il arrive le soir, il est là à 18h, il a sa petite séance, après il faut peut-être qu'il fasse ses devoirs ou qu'il ait une vie de famille, donc c'est très limité, il faut qu'il s'entraîne 5 fois par semaine ou 6 fois, c'est l'ordre de priorité dans la planification. Alors, ils ont pas forcément raison, mais c'est un manque de sens. Donc du coup, priorité, manque de science fait que ça passe à la trappe. Je pense que ça passe à la trappe. T'as une vision intéressante sur les femmes dans les sports de combat. Tu disais qu'elles sont souvent déterminées et hargneuses, parfois même plus que les hommes. C'est ce que tu as observé sur le terrain? C'est mon expérience. J'ai deux clubs, ouais, deux clubs de boxe. Et généralement, j'ai beaucoup de boxeuses, beaucoup de compétitrices, plusieurs titrées, Audrey Serrier, Aurélie Mordira. J'ai eu plusieurs boxeuses. Et généralement, dans un club, on remarque que les garçons sont moins assidus. Moins assidus. Je pense que quand une femme, elle a trouvé son sport, elle est focus et elle y va. Comme je disais, à part les grossesses ou peut-être les ruptures amoureuses ça peut un petit peu jouer. Généralement, les femmes sont plus assidues, plus loyales, plus fidèles. Elles restent ancrées dans le club, plus investies en fait. Moi, c'est mon constat. J'ai eu beaucoup de compétiteurs. Ça fait 15 ans que je donne des cours de boxe et je suis tout le temps entouré de femmes. Et pourtant, c'est pas forcément des femmes qui viennent de la rue, des femmes cassées, hein. J'ai des comptables, des assistantes médicales, des assistantes juridiques qui veulent faire du sport, qui se retrouvent dans la boxe, qui se retrouvent à aimer la boxe, qui veulent performer, qui veulent faire de la compétition et qui restent assidus. Donc, bien sûr, là, la femme a une grande place dans la boxe. Après, elle est un peu négligée. Alors, c'est un peu comme c'est sociétal. Mais ouais, je trouve qu'il faut respecter l'engouement et la hargne que la femme met dans ce sport. Est-ce que tu trouves que le sport de combat s'adapte aux femmes, tu vois, dans la physiologie, par exemple? Je pense que c'est comme pour tout. La femme doit toujours euh, travailler un peu plus euh, et faire un peu plus d'efforts, montrer patte blanche pour euh, acquérir sa crédibilité, qu'on fasse attention à elle et qu'on ouvre les portes. Les femmes pour le cutting, c'est pas la même chose que les hommes. La nutrition, c'est pas la même chose que les hommes. On a tendance à négliger les combats féminins.
parce que peut-être moins intéressant, mais c'est pas propre qu'à la boxe, hein, c'est propre au foot, c'est la société qui fait ça. Mm. Donc elles doivent toujours montrer patte blanche, ne rien dire au début, faire leurs preuves pour pouvoir prouver leur crédibilité et ouvrir des portes. Mais ça a toujours été ça. Le coaching, on sait très bien que la physio des femmes n'est pas du tout la même. L'alimentation, les hormones, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus complexe pour les femmes. Après, est-ce qu'on fait attention ou pas? Est-ce que on se dit pas tout simplement, bah oui, mais elles l'ont choisi, donc elles se débrouillent. C'est peut-être ça aussi. Alors, on va parler de l'atelier. Comment est né, parce que tu es fondateur de l'atelier, le quartier général. Ouais. Comment t'es venue cette idée? Bah c'est l'accumulation et c'est la finalité de mon parcours en tant que boxeur, en tant que coach, en tant que manager. C'est l'accumulation de toute l'expérience que j'ai vécue, toutes les contraintes que j'ai eues, toutes les difficultés auxquelles j'ai été exposé, tout simplement, qui m'a fait réaliser qu'il y avait un besoin. À la base, dans le concept de l'atelier art de boxer, il y a plusieurs plateformes. Donc, j'ai conçu dans un premier temps une plateforme d'entraînement qui s'appelle le laboratoire et qui est propre à mon savoir-faire. Et en faisant cette plateforme, je me suis rendu compte que je pouvais répondre à un besoin beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, qui pouvait apporter à tout l'écosystème français et même mondial par la suite. Mmh. Je me suis rendu compte qu'on avait systématiquement du mal à trouver des combattants de remplacement, trouver des managers, ne serait-ce que trouver des clubs pour pouvoir s'inscrire et faire de la boxe, trouver des salles de sport quand on est en déplacement, trouver des organisateurs, trouver des sponsors. C'est le nerf de la guerre. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'outils pour justement faciliter cette mise en relation. Du coup, j'ai décidé de mettre en place le quartier général, qui est une plateforme, mais qui est aussi une application en inscription gratuite et qui permet aux combattants, aux clubs, aux managers, aux organisateurs, aux professionnels de santé, aux entreprises, aux centres de récupération, aux organismes de formation, aux speakers, aux cutman, aux vidéastes, aux photographes de se réunir sur une plateforme dédiée pour faciliter la mise en place d'événements, pour faciliter la mise en relation, justement pour créer un écosystème fiable et pour que les combattants puissent performer, perdurer dans le temps et vivre pleinement de leur passion. Qu'est-ce que, ton application a permis à certaines personnes, dernièrement? Alors, elle permet régulièrement à tout type d'acteurs d'obtenir ce dont ils ont besoin. Un organisateur, lorsqu'il met en place son événement, il a besoin de plusieurs choses. Donc moi, je suis dans le milieu et je travaille avec plusieurs fédérations et plusieurs organisateurs. Donc on se retrouve toujours à 10-15 jours avec des désistements de dernière minute de combattants. L'application permet à l'organisateur de solliciter tout de suite un combattant, tout simplement en allant chercher ou en déposant une annonce. Je Mmh. dépose une annonce, la région, la discipline, le niveau, le poids, et tu as soit la possibilité de déposer l'annonce, soit la possibilité de tomber sur les combattants disponibles. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça évite de casser les fight cards, le matchmaking et d'avoir des combats qui s'annulent en fait. Donc les combattants, trouver des combattants pour les organisateurs, mais l'organisateur, il n'a pas besoin que ça, il a besoin de sponsors pour que son événement soit rentable, il a besoin de speakers pour animer son événement, il a besoin de photographes, de vidéastes, il a peut-être besoin de médias pour médiatiser son événement. En réalité, c'est super complexe de mettre en place un événement et on a besoin de beaucoup de choses. Bah, tout simplement, l'organisateur, il peut s'inscrire sur la plateforme et avoir accès à tous ces éléments-là. Les clubs, les managers, il peut parler avec tout ce monde-là. Donc, j'ai régulièrement des organisateurs, moi, qui me contactent pour utiliser la plateforme, pour me remercier d'avoir trouvé les acteurs indispensables à leurs besoins, etc. Donc, j'ai les organisateurs, j'ai les combattants qui sont contents parce qu'ils ont été contactés par les organisateurs ou les managers. J'ai les coachs qui sont contents parce que du coup, ils sont sollicités par des combattants. Parce que le coach, il peut être sollicité par un combattant professionnel, par un combattant amateur, mais par un sportif loisir aussi. On peut Mmh. s'inscrire sur la plateforme juste pour rechercher un coach, pour faire du coaching, s'initier et se perfectionner en boxe. Donc, du coup, ça crée aussi de l'emploi aux coachs qui, en plus de coacher dans leur club, peuvent faire du coaching parce qu'ils ont une carte pro. Et donc, j'ai des coachs qui sont contents, qui me disent, ah, Stéphane, bah, j'ai des personnes qui m'ont appelé grâce à la plateforme parce qu'ils cherchaient du coaching. J'ai des salles de sport qui recherchaient des coachs et qui m'ont contacté justement pour que je Mmh. travaille dans leur salle de sport. L'objectif, c'est de démontrer à l'écosystème
qu'effectivement, il y a de l'argent maintenant dans les sports de contact. On entend parler de l'UFC, au One, il y a de l'argent, il y a des organisations comme le Glory. Donc, en fait, l'argent n'est pas un problème. Mmh. Il y a de l'argent. Il y a un public, il y a une audience. C'est super médiatisé. Aujourd'hui, tout le monde connaît Cyril Gane, tout le monde connaît Francis Ngannou, etc. Donc, le problème, c'est pas l'argent. C'est que l'argent reste dans le même hémisphère et qu'il n'est pas distribué parce qu'il n'y a pas, justement, ces connexions. Et donc, l'objectif, c'est d'expliquer à ces personnes-là que si on crée une plateforme commune, ceux qui ne sont pas forcément exposés, ceux qui n'ont pas forcément de visibilité, ont accès à des opportunités, à un réseau, à l'information pour pouvoir eux aussi accéder à tout ça. Comment ça marche l'atelier en fait? C'est un système d'abonnement? Ça marche comment? Alors, sur le quartier général, sur l'application, bon, l'atelier, tu as plusieurs plateformes. On va parler du quartier général parce que c'est l'écosystème de mise en relation. L'inscription est gratuite. C'est un principe de freemium. L'objectif, c'est que l'utilisateur, quand il arrive sur la plateforme, qu'il a créé son profil, qu'il a accès à l'information, qu'il a accès au réseau et qu'il a accès aux opportunités. Ça, c'est accessible à tous. Tu vas sur la plateforme, tu t'inscris, tu crées ton profil selon qui tu es, si tu es organisateur, coach, manager, salle de sport, entreprise, combattant. Tu remplis bien ton profil parce que chaque profil donne accès à des fonctionnalités différentes. Et une fois que tu as créé ton profil, tu accèdes à la plateforme. Tu as accès à l'actualité sportive, podcast, réel, interview, reportage, articles, etc. Tu as accès à des annonces. Donc, tu Mmh. peux consulter les annonces, recherche de boxeurs, recherche de combattants, recherche de coach, recherche d'opportunités, recherche de sponsors. Tu peux déposer des annonces et tu as accès à tout le réseau. Donc, tu as accès à tous les onglets. Tu peux rechercher toi-même avec le système de filtre des combattants, des entreprises, des salles de sport, etc. Tu peux rechercher par rapport au poids, par rapport à la discipline, par rapport à la région, par rapport au pays, par rapport aux objectifs. Donc, c'est très, très bien fait. Système de freemium. Ensuite, un système premium avec des fonctionnalités complémentaires pour ceux qui veulent plus naviguer sur l'application et avoir peut-être des recherches plus concises, plus précises, plus opérationnelles. D'accord, et donc du coup, c'est France, mais c'est à l'international aussi? À l'international depuis quelques mois. Si tu vas sur l'application, tu peux retrouver euh, des gens d'Afrique, des gens du Maghreb, des gens du Canada, Suisse, Belgique. On l'ouvre international. L'objectif à long terme, c'est que ce soit une plateforme incontournable mondiale. Donc oui, tu peux retrouver de tout. L'application est disponible en 4 langues, donc français, espagnol, anglais et arabe. L'atelier est devenu l'application, incontournable de cet écosystème. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans le paysage, de la boxe, des sports de combat? Qu'est-ce que ça change? L'objectif, c'est que tout le monde ait accès à l'opportunité. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le combattant le plus talentueux qui est mis en avant. C'est pas forcément lui le champion. On sait qu'il y a des personnes, des combattants qui sont dans certains patelins qui n'ont pas de visibilité. Donc l'objectif, c'est de donner la chance à tout le monde. La visibilité. On sait aujourd'hui que le talent ne suffit plus. Aujourd'hui, si tu n'as pas et le réseau et les opportunités, tu ne peux pas perdurer. L'objectif, c'est que le combattant puisse vivre pleinement de sa passion. Pour vivre pleinement de sa passion, il faut se professionnaliser. Se professionnaliser, c'est avoir l'information, c'est peut-être passer des formations, c'est combattre régulièrement, c'est avoir des sponsors, c'est avoir un écosystème autour de soi qui me permet d'avancer parce que j'ai des personnes compétentes autour de moi. L'objectif, c'est que tout le monde performe. L'objectif, c'est aussi que les organisateurs soient facilités dans leur mise en place d'événements parce que c'est super fatigant d'organiser. Vraiment très fatigant. Si on met en place des outils qui facilitent la mise en place d'événements et qui rend les projets rentables, il y aura plus d'organisation, plus d'événements, plus de combats, plus de possibilités pour les combattants, justement, de et performer et de gagner un peu d'argent. L'objectif, c'est justement de monétiser, de professionnaliser tout cet écosystème, en sachant qu'il y a deux possibilités pour les combattants. Le combattant, il a tendance, de manière générale, à vouloir vivre de sa passion sur le ring, dans la cage. Mais il faut savoir qu'il n'a pas que cette possibilité-là. Il peut aussi gagner de l'argent en dehors de la cage, faisant des coachings, des formations, euh, des séminaires, etc. Il y a tout plein
d'autres moyens qui permettraient aux combattants de vivre de leur passion. C'est pas forcément entre quatre cordes ou dans une cage. Et c'est ça aussi qu'ils doivent comprendre. Se former tout de suite, ne pas attendre d'avoir 40 ans pour se former, 50 ans, ne pas attendre d'être blessé. Ligament croisé, je sais plus quoi faire. Et ça va aussi leur permettre de redescendre au niveau de la pression. Quand tu es focalisé que sur le fait d'être champion du monde, tu te mets une pression énorme. Du coup, la pression diminue un peu tes capacités. Tu as une frustration, tu es pressé. Alors qu'en fait, tu as le temps, tu peux faire de l'argent en attendant à côté. Tu peux préserver ta santé, etc., etc. Donc, c'est tout t'as un écosystème, toute une manière de penser qu'on peut, grâce à l'outil, mettre en place. Est-ce qu'un combattant, moi c'est souvent le cas avec mes combattants, mes combattantes, c'est qu'il manque de sponsors. Est-ce qu'un combattant peut aller chercher du sponsoring sur l'atelier? Exactement. Exactement. Sur la plateforme, tu as des entreprises, tu as des indépendants. Un combattant peut faire une demande de sponsoring. Une entreprise peut visualiser un combattant intéressant. Parce que ce qui se passe, c'est que sur la plateforme, tu as la possibilité de déposer tes vidéos, highlights, teasers, etc. Donc, tu es un boxeur, tu viens de performer, tu crées ton profil, tu actualises ton palmarès, tu marques le nom de ton manager, de ton club, etc. Tu déposes des highlights, des vidéos de toi, ce qui permet aux entreprises. Après, les entreprises, ça peut être des sociétés, ça peut être des indépendants, ça peut être thérapie, ça peut être des entreprises de nutrition. En fait, tu peux avoir tout plein de types de sponsors ou de dotations à travers la plateforme. Mais encore une fois, il faut que tu sois visible. Et dans 5 ou 10 ans, alors du coup, cette plateforme, elle est où? Elle est comment? Elle évolue comment? Alors l'objectif, c'est de créer un écosystème international. L'objectif, c'est que l'Europe soit connectée avec l'Afrique, soit connectée avec les Émirats, soit connectée avec les États-Unis. Qu'en quelques clics, on puisse trouver des opportunités à l'international. Donc aujourd'hui, ça s'appelle le quartier général, mais on est en cours de modification. On est en train de trouver un nom qui sonne anglophone pour que ça passe partout, vu qu'on est sur cette structuration à l'international. Donc je pense que dans 5-10 ans, on aura vraiment une grosse application au niveau international avec des connexions et des opportunités vraiment sur tout le globe. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi dans cet épisode? Après cet épisode. J'aimerais qu'ils retiennent que j'ai mis en place un outil pour eux, pour les passionnés, pas forcément que pour les combattants. J'aimerais qu'ils retiennent que Stéphane Nemi a mis en place un outil pour faciliter la mise en relation entre tous les acteurs et tous les passionnés des sports de combat. J'ai investi mon temps et mon argent pour améliorer les conditions, le professionnalisme et les connexions entre nous. Et il faut vraiment s'entraider, se connecter pour pouvoir mettre en avant nos disciplines qui sont des disciplines très, très dures et très sous-estimées, alors qu'en réalité, il y a des valeurs fortes à partager. Eh ben, merci beaucoup, Stéphane, pour ce partage. De rien, merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de te revoir. Avec grand plaisir. Et puis, longue vie à l'atelier, à l'international, alors, du coup. Merci beaucoup. Peut-être qu'on se reverra dans quelques temps pour en reparler après coup, le avant-après. Eh ben, avec grand plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.